Bonsoir Patricia. Good evening, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver pour le best-of de cette première semaine du mois de septembre. Une semaine marquée par la prise de fonction du nouveau ministre d'État. Pierre Dartout a prêté serment mardi devant le prince Albert II, alors que l'on s'apprêtait à célébrer cette semaine toujours l'anniversaire de la libération de Monaco, le 3 septembre. Pour tourner la page estivale 2020, nous avons dressé le bilan des mois de juillet et août, dont les professionnels de la restauration, de l'hôtellerie et plus généralement du tourisme attendaient beaucoup pour compenser les pertes enregistrées lors du confinement. 2 mois en demi-teinte, comme nous l'ont expliqué le directeur du Fairmont Monte-Carlo et le directeur du tourisme et des congrès. L'été qui touche à sa fin et tous les regards tournés maintenant vers la rentrée, qu'elle soit scolaire, sociale ou politique. C'est le best-of de la semaine. Ne redoutez-vous pas que l'on vous taxe d'opportunisme ou de vouloir voler la vedette au nouveau ministre d'État qui a prêté serment aujourd'hui ? Vous savez, aujourd'hui, le Conseil national est tout simplement dans son rôle. Donc la rentrée est là. Les préoccupations des Monégasques et des résidents nous remontent de manière très très importante notamment depuis hier. Bien sûr, le retour des vacances scolaires, la préparation de la rentrée. Donc nous sommes dans notre rôle et chaque jour compte. Donc je verrai d'ailleurs demain le ministre d'État. Oui, vous auriez pu attendre demain et garder la primeur de ces réflexions et demande au ministre d'État ? Non, nous avons réuni hier soir donc la délégation au comité mixte du Conseil national et nous avons estimé effectivement que chaque jour compte en ce moment, puisque la rentrée des entreprises c'était hier, que la rentrée des classes c'est la semaine prochaine. Donc il faut effectivement faire parvenir au gouvernement le plus vite possible les préoccupations, les attentes légitimes des Monégasques et des résidents qui nous remontent. Et vous savez, quand le Conseil national unanime décide de communiquer, c'est qu'il faut le faire et que la situation le justifie pleinement maintenant. On ne peut pas se satisfaire pour Monaco de voir comme ce matin encore quand je venais au Conseil national une file d'attente interminable et des heures d'attente pour que des résidents de notre pays puissent avoir accès à un test. Vous savez, quand on rentre de vacances et qu'on va reprendre son travail ou qu'on est enseignant et qu'on va reprendre dans quelques jours son travail au sein de l'éducation nationale, on a envie pour soi-même, mais aussi pour la communauté de travail, la communauté éducative, on a envie de savoir si on ne va pas être contagieux. Alors pour la Fédération des syndicats de salariés de Monaco, nous saluons tout d'abord l'initiative du gouvernement qui réunit tous les partenaires sociaux autour d'une table pour qu'ensemble nous trouvions des solutions concrètes afin de préserver un maximum les emplois et les conditions de travail des salariés. Il y a aussi quelque chose qui se fait en France qui s'appelle la modulation. La modulation permet de conserver son emploi, conserver son salaire, et ça c'est important. On fait un petit peu moins d'heures en ce moment parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités et on les rattrapera un petit peu plus tard lorsqu'il y aura plus d'activités, sans perte de salaire, je tiens bien à le préciser. Et ça, la modulation, c'est quelque chose qui marche. Vous avez expérimenté, vous, Cédric Lanary, je crois, oui, ce type de fonctionnement. Oui. J'ai eu une carrière française avant d'être sur Monaco et c'est quelque chose que j'ai pratiqué moi-même. Et au-delà même du contexte économique favorisant cette solution, les salariés eux-mêmes sont demandeurs. Bien sûr, il faut que ça soit encadré. Bien sûr, il faut parler des conditions. C'est nouveau sur Monaco, etc. Bien sûr. Je pense qu'en ce moment, j'allais dire, il faut se parler, il faut apprendre à se parler. Ceux qui habituellement n'avaient pas l'habitude de parler et qui étaient fermés derrière des idées préconçues, à mon avis, ça sera une erreur de maintenir cette position-là. Nous, à la Fédération des syndicats de salariés de Monaco, on est pour cette table ronde. On sera bien sûr présent à la prochaine réunion. C'est une rentrée normale, sous surveillance certes. Nous allons garantir une reprise des cours dans des conditions optimales, garantir la sécurité sanitaire pour les élèves et les personnes. Donc les reprises de cours se fera en classe entière. Dans la mesure du possible, la distanciation d'1,50 m sera respectée par les élèves. Le port du masque obligatoire pour les élèves dès la classe de CP. Entrée et sortie des élèves seront organisées sur plusieurs lieux ou échelonnés pour pas qu'il y ait d'afflux d'élèves. Alors, il est évident qu'on a prévu des tests de positionnement en début d'année et des remises à niveau, parce qu'il ne faut quand même pas se cacher la face. Il est évident que certains élèves ont un peu décroché l'année dernière, même si c'est une minorité. Pour que les parents comprennent bien,
10% de la note globale correspond au livret scolaire des classes de première et de terminale. 30% correspondent aux épreuves communes passées en première et en terminale, c'est-à-dire 40%. Et 60% correspondent aux 5 épreuves finales passées en première. Ils ont passé le français à l'écrit, à l'oral. Et là, en classe de terminale, ils vont passer la philosophie, le grand oral qui est une nouveauté, et les 2 spécialités. Et là, nous aurons 60% de la note. Cela va être tout de même très difficile de faire comme si de rien n'était pour cette rentrée. Mais on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Vous savez, plus on essaye de faire comme s'il n'y avait rien, plus on fait apparaître qu'il y a quelque chose. Donc, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Mais on peut faire comme s'il y avait des solutions. Ce qui me semble quand même tout à fait important, c'est que, ne serait-ce que dans le temps d'accueil, on fasse finalement comme font les gens qui prennent l'avion et qui passent le contrôle, on baisse le masque pour décliner son identité, mais ne serait-ce que pour avoir le temps d'un sourire. C'est ça qui est important. C'est ça qui me semble du reste très triste avec le masque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en porter, j'en peux m'accrocher dehors. C'est qu'on perd le sourire. Alors le sourire a droit de citer à l'école, ça veut pas dire qu'il faut se démasquer brutalement. Il y a peut-être un moment où on peut avoir des signes de reconnaissance en laissant tomber le masque pendant une poignée de secondes. C'est quand même pas très grave. Ce qui me semble être important, ce n'est pas le comportement en tant que tel, ce n'est pas le fait de porter un masque ou d'avoir des gestes barrières, parce qu'on peut transformer ça de façon un peu ludique. Là, on est effectivement dans un risque. Quand une société se protège de l'autre, on est dans un risque que les phobies s'aggravent pour certains enfants. Yeah, well, I think this is unusual for everybody. All schools all around the world are adapting as quickly as they possibly can. We had the opportunity at the end of the last academic year to have some students back in, and we learnt an awful lot from that time. So we've been spending the summer getting ready for the start of the new year. We have masks ready for our students. We have one-way systems in the corridors. We have students put into what we describe as bubbles, smaller groups, so that they are remaining in contact only with the students that they need to. All of our staff are trained in all of these procedures. Cette crèche collective, une crèche familiale, 3 micro-crèches sont désormais complètement ouvertes pour accueillir nos petits, et la crèche du Larvoto est évidemment toujours en travaux. Un enfant qui est accueilli en crèche, on lui prend sa température, on va lui laver les mains, il va quand même retrouver ses copains, rassurez-vous. Les équipes portent un masque, son père ou sa mère porte un masque. Un seul parent accompagnateur. Hein, tout à fait, tout à fait. Nous essayons de limiter le nombre de personnes qui puissent pénétrer en crèche. L'été a été globalement satisfaisant. Bon, je n'oserais le dire parce qu'on est sur des taux qui n'ont rien de comparable avec les étés précédents, mais on est au-delà de ceux qu'on espérait ou de ceux qu'on craignait, tout dépend de comment on le voit, lors du déconfinement. On a fait plus que ce que l'on pensait faire cet été. Pour vous donner une idée, les chiffres de juillet sont définitifs. On est sur du 42% d'occupation dans les hôtels au lieu de 79% l'année précédente. Et au mois d'août, sur des chiffres non encore définitifs, on va dépasser les 50%. On devrait être aux alentours de 51-52% au lieu de 81% l'année dernière. La clientèle à haute contribution, l'été, sont essentiellement des Américains, des Russes, des Moyen-Orientaux et des Britanniques. Donc, par définition, la clientèle qui est venue n'est pas la clientèle qui, habituellement, en termes d'hôtellerie, prend les plus belles pièces et qui a des habitudes de consommation différentes en termes de restauration et de shopping. Mais ce qui est à noter, c'est que les hôtels n'ont pas bradé leurs prix non plus. L'été au Fairmont s'est passé d'une façon surprenante, on peut dire. Du fait qu'on a évidemment tourné le virage suite aux derniers 6 mois de confinement. Et on a fait un mois de juillet, un mois d'août relativement exceptionnel par rapport à ce que nous, on s'attendait. On avait énormément de Français, on avait énormément de Suisses, on avait des Italiens, surtout sur la période du mois d'août. Un tout petit peu d'anglais, mais pas énormément, pas aussi tant qu'on a eu habituellement.
d'abord la chambre d'hôtel qui est, disons, vidée une fois que le client est parti. Elle est mise complètement à l'écart pendant 24 heures. Et ensuite, Housekeeping rentrera dedans et fera évidemment tous les protocoles de nettoyage habituels et en plus certains d'autres avec des produits qui sont spécifiques et qui ont été évidemment, disons, achetés pour ce besoin. C'est la libération de la ville. En fait, durant la nuit, les derniers Allemands ont quitté le pays et Monaco est un peu une ville ouverte. Et le matin, tous les groupes résistants qui étaient clandestins arrivent en principauté. Il va y avoir des centaines de jeunes résistants. Les résistants sont très jeunes. Et ils vont se rassembler en plusieurs endroits de la ville, place de la Crémaillère, mais surtout à partir de midi, place d'Armes. Et c'est effectivement un moment de joie. Effectivement, comme la ville est, comment dirais-je, une ville ouverte, il n'y a pas de combat. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire français et vous avez prêté serment devant le prince Albert II mardi. Cela restera un moment fort et marquant. Oui, ça restera un moment fort et marquant, un moment émouvant pour moi-même et pour toute ma famille, puisque mon épouse et mes 5 fils étaient présents. Et ça a été pour nous un instant de fierté, d'honneur. Et nous en garderons un souvenir impérissable. Quand on m'a fait la proposition, je n'ai pas hésité, effectivement. J'ai répondu favorablement parce que, encore une fois, c'est un grand honneur, c'est un très beau poste et qui présente toutes sortes de facettes. C'est un grand défi et je considère que c'était de mon devoir de le relever, d'autant que c'était, je le répète, un honneur et une fierté pour nous tous. C'est un poste, bien sûr, difficile, exigeant, qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup de dialogue. Et puis surtout aussi, c'est un poste particulier, parce qu'il nécessite bien sûr une fidélité et une loyauté totale à l'endroit du prince souverain. Beaucoup de temps fort cette semaine, donc, avec en premier lieu la prise de fonction de Pierre Dartout. Le best-of du dimanche, c'est aussi le meilleur des réseaux sociaux, ce qui a fait le buzz cette semaine. Nos amis les bêtes occupent toujours le haut de l'affiche, et puis bien évidemment, quelques chutes sans conséquences, je tiens à le préciser. Ce best-of s'achève. Pour terminer, les plus belles photos de la semaine, signées Manuel Vitali et Michael Alési. Bonne fin de week-end. Vous avez rendez-vous demain à 19 h avec Fabien Bonilla.